Avec Camille, on aime bien utiliser des outils comme Cursor pour nous aider dans notre développement. Et vraiment, on a vu ces derniers temps que ça avait pas mal augmenté notre productivité. Du coup, on a eu des réflexions, des échanges en fait, tous les deux pour savoir un petit peu euh, c'est quoi l'évolution en fait de notre métier de développeur dans quelques mois, dans quelques années, et éventuellement même l'impact que ça peut avoir sur le marché des développeurs si ce genre d'outil continue à s'améliorer. Et on voulait vous partager voilà un petit extrait de cet échange qu'on a eu tous les deux. En tant que développeur, c'est l'utilisation des assistants pour coder. Euh, et en fait, on le voit, hein, nous, ça fait quelques mois qu'on utilise ces assistants et j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est mon cas personnel, que de mois en mois et de semaine en semaine, euh, à la fois l'assistant est plus performant, elle me permet de faire plus de choses et à la fois, moi, j'en ai un usage de plus en plus important. Et je trouve que ça a énormément changé, ça a vraiment bouleversé ma manière de coder, vraiment. C'est que je m'aperçois maintenant que je passe plus de temps, donc j'utilise Cursor dans le chat, à parler, donc par exemple avec Claude Sonnet, pour parler d'un bon, ça va être très varié, hein, ça va être pour parler, d'une explication, d'un code que j'aurais pas écrit, de l'explication d'un bug qui s'est produit et du coup, je comprends pas trop pourquoi ce bug il arrive, pour optimiser certaines parties, un peu consommatrices de code, enfin de consommatrices, en ressources. Ça va être pour, évidemment, générer, du code et du coup, souvent il est très bon pour ça, hein, vraiment, même s'il faut dialoguer avec lui, hein, voilà, il va y avoir comme ça différents sujets et je me dis: «Mince, je passe plus de temps maintenant dans le chat qu'à coder directement». Ça a complètement bouleversé ma manière de coder. J'ai l'impression maintenant d'être plus, comme, quelqu'un qui parle avec un assistant et qui va, relire le code de l'assistant, plutôt que quelqu'un qui code directement. Donc ça a changé ma posture en fait, par rapport à il y a encore, 6 mois. Donc c'est vrai que ça, c'est une partie, voilà, donc dont je voulais vous parler. Pour l'instant, dans mon cas, précis, évidemment, j'ai toujours besoin, en fait, de comprendre le code généré. C'est quelque chose qui est fondamental. Des fois, il fait n'importe quoi, il m'a mal compris. Mais très souvent, quand il fait n'importe quoi, c'est, le problème, l'erreur, elle vient de moi, en fait. Ça vient du fait que je lui ai pas donné assez de contexte, je lui ai pas bien expliqué assez ce que je voulais, voilà et du coup, il va falloir que j'itère un peu avec lui, pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Et donc il y a quand même besoin, voilà, de comprendre le code généré. Et je voulais donner aussi un exemple concret. C'est que là, il y a quelques semaines, avec Camille, on est en train de mettre en place, une application qui permet en fait à nos clients de pouvoir, soumettre leurs idées de formation. Et pour ça, en fait, on est parti, d'une application open source, qui s'appelle Feeder, qui est écrit en Go et en React. Là, j'ai regardé un petit peu avant l'enregistrement, il y a à peu près, 500 fichiers différents, en React ou en Go. Donc c'est un fichier, c'est une appli, on va dire, qui est de taille, moyenne. C'est pas une grosse appli, mais on va dire c'est suffisamment gros pour s'y perdre. Moi concrètement, autant React je connais, mais Go, j'ai jamais codé de ma vie en Go, et on avait des petites améliorations, des petites choses à faire, sur un fork lié à ce projet. Et du coup, j'ai pu en fait tout simplement, grâce, à l'assistant, grâce à Claude Sonnet, du coup, faire évoluer, voilà, du code. Concrètement, à chaque fois, je me risquais pas d'écrire une ligne en Go, parce que je sais pas, je connais même pas la syntaxe en fait, donc mais par contre, je expliquais ce que je voulais et à chaque fois, le code me semblait, logique. J'ai pas généré, j'ai pas généré des milliers de lignes de code, hein. C'était, 3 lignes par-ci, 5 lignes par-là, mais voilà, l'idée, c'était aussi d'être sûr de pas faire de bêtises. Et en fait, à chaque fois, voilà, ça faisait quand même, moyennant un peu de temps d'itération, voilà, des résultats, voilà, qui marchaient et qui m'a permis, tout simplement, de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Donc je trouve ça assez bluffant, voilà. Je sais pas si toi tu peux peut-être donner aussi ton retour sur ce sujet, Ouais, ouais, écoute, je vois bien qu'on en discute régulièrement et que ça chaque enfin, on en parle depuis 1 an à peu près, en tout cas ça fait 1 an qu'on utilise à peu près Cursor et je vois qu'au début on se disait: «OK, effectivement c'est trop cool, ça améliore vachement l'autocomplétion, mais ça révolutionnait pas notre façon de bosser». C'était plus pratique, il y aura peut-être un petit gain de performance et en fait, là, je vois que tous les 3 mois, on change d'avis. C'est que, à chaque fois, ça va plus vite que ce qu'on pense et c'est assez flagrant. C'est que là,
on voit qu'il arrive à beaucoup mieux gérer la code base et on voit que ça sent encore, enfin, quand on regarde les features de ces différents outils, on voit que c'est un vrai sujet d'arriver à trouver le bon endroit pour éditer, parce qu'ils ne peuvent pas envoyer l'ensemble au LLM. La plupart ont développé des agents. Et donc dans Cursor, c'est assez impressionnant. On a développé, je sais pas, l'autre jour, on avait besoin de faire un traitement sur un gros CSV. On avait un peu la flemme de coder le traitement et du coup, on a décrit ce qu'on voulait dans l'agent et one shot, il nous a fait un script Python qui faisait ce qu'on voulait. Il devait faire une page et quelques et c'était juste, quoi. Et effectivement, le seul cas qui était pas bon, c'était, un cas qu'on lui avait pas dit, il pouvait pas le deviner. On a corrigé le truc et le code était bon et donc on voit qu'il y a un vrai changement. Un petit delta peut-être, c'est qu'on est probablement dans un cas un peu spécifique où là, on code sur des petites applis. Typiquement, tu parlais de Feeder tout à l'heure, c'est pas une appli où il y a des problèmes de sécurité, c'est un site accessoire pour nous. On savait bien à l'avance qu'on n'allait pas faire des grosses modifs dessus. S'il y avait eu, voilà, quelconque problématique, qui se mettait dans l'engrenage, on aurait pris un code qu'on maîtrisait évidemment et c'était aussi un peu pour s'amuser, avec ces outils-là. Voilà, donc on a conscience que très vite, il peut y avoir des contraintes qui font que ce qu'on vient de dire n'est pas applicable. On est dans un cas un peu, voilà, on bosse sur des applis simples, qui ont en tout cas, celles-là n'ont pas de problème de sécurité ou autre. Ouais, complètement. C'est vrai que là, à chaque fois, ce qu'on dit, c'est pas forcément applicable à tout le monde. C'est vraiment notre expérience à nous. Et effectivement, on va dire, soit, bah, du coup, bah, moi, j'utilise l'IA, bah, avec du Ruby qui est, vraiment, du coup, la stack que je maîtrise le plus parce que nos apps, elles sont codées en Ruby et du coup, je comprends parfaitement. Je connais c'est moi qui ai codé de A à Z, enfin, avec Camille, et Vincent, l'appli et du coup, on comprend bien le code et quand l'IA nous génère du code, on sait direct, si c'est, n'importe quoi ou pas et effectivement, mais c'est marrant, là, voilà, dans une appli, comme, celle de Feeder en Go où vraiment je connais pas l'appli, bah, du coup, je lui dis, bah, cherche dans la code base ce qui correspond à ça. Hop, il me dit exactement. Je lui dis de m'expliquer le code. Après, je lui dis, bah voilà, j'ai envie de faire évoluer ça ou ça. Et en fait, il me fait une proposition. Je lui dis, bah non, là, ça va pas assez, ou j'ai envie de gérer ce cas-là. Et en fait, il met à jour, etc. Et puis, voilà, au bout d'un moment, boum, j'ai ce que je veux, ça marche. Et du coup, j'aurais passé vraiment beaucoup plus de temps si l'IA n'était pas là. Donc, ça a vraiment changé. Donc, ça, c'est un exemple concret mais vraiment, en tout cas, moi, ma pratique et je pense notre pratique, de développeur et en fait, la question aussi qu'on se pose, c'est, bah, maintenant qu'avec les agents, par exemple, il peut lancer des commandes, directement, sur le terminal, voir les retours d'erreurs. À partir de ces retours d'erreurs, bah, comprendre ce qui pose problème et du coup, finalement, proposer des correctifs et cetera et nous, en fait, on intervient, bah, de temps en temps, quoi. Forcément, on est dans la boucle, mais on se pose la question, déjà que notre métier, là, notre métier, je parle de Camille et de moi, peut-être pas de tout le monde, mais nous, ça a bien bouleversé notre manière de coder, depuis 3-6 mois, même 1 an. Et ben, en fait, qu'est-ce que ça va devenir dans 1 an, quoi? Dans 2 ans, dans 3 ans? C'est quoi l'avenir de notre métier? Hem Moi, je trouve ça plutôt positif, hein, parce qu'il y a plein de trucs, super galères que j'avais pas du tout envie de faire moi-même, et qui fait. Donc moi, enfin, aujourd'hui, je suis plutôt content, mais on se dit, c'est quand même, peut-être un des plus gros bouleversements depuis, 18 ans que je code, que j'ai pu voir venir et forcément, ça pose plein de questions. Enfin voilà, je sais pas si toi, tu as des questions que tu te poses, par exemple, liées à ça? Ouais, bah, effectivement, enfin, je pense que le premier truc dont on peut discuter, c'est, l'évolution de notre métier. On se rend bien compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin de savoir. Tu as rencontré un cas où tu as pu coder faire quelques modifs sur une appli où tu connaissais pas le langage et c'est assez fou. On a pu coder des scripts où on n'a pas regardé le code, juste ça marchait, c'était bon. Et donc il y a plein de modifs comme ça. Dans un précédent épisode, j'ai expliqué, que j'avais appris à utiliser Three.js et que ça m'avait énormément aidé parce que du coup, en ayant une connaissance extrêmement moyenne de la lib, en fait, il m'aidait à compléter les trucs que je savais pas et c'était un soutien de fou parce que j'avais pas besoin de très bien connaître l'API de la lib qui est assez dense et donc il y a un gain, de performance, je l'imagine, parce que, enfin, en tout cas, sur ces cas-là, je vois bien qu'on va beaucoup plus vite que si on avait fait à la main. Heu, il y a peut-être, des side effects, hein, peut-être que ça va introduire plus de bugs ou autre et surtout ce gain de productivité, il peut être inquiétant parce que s'il y a le même sur des équipes de dev et voilà, quand on fait la veille, on s'aperçoit que c'est vraiment une question générale et donc il y a certainement un gain de performance assez évident dû à ces agents.
Du coup, les équipes de dev vont aller plus vite? Est-ce que les entreprises vont, heu, continuer à payer l'intégralité des devs et profiter de ce gain de performance pour faire d'autres choses? Ou est-ce qu'elles vont, peut-être se débarrasser de quelques devs parce que, le taf que faisaient 8 personnes avant, il est fait maintenant à 4 et que du coup, on ne garde que 4 personnes et du coup, il y a, voilà, ça va rajouter peut-être une couche à la crise, de l'emploi chez les devs en ce moment, quoi. C'est ça, ça c'est un scénario possible, mais il peut aussi y avoir un scénario, comment dire? Un scénario où, finalement, bah, le fait de coder des apps, d'automatiser des choses, devient encore plus facile, plus, accessible et donc final et puis on n'a pas fini de vouloir automatiser des choses. Donc, peut-être qu'on va rester au même nombre de devs qu'aujourd'hui, mais simplement on va coder beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'applis, beaucoup plus, donc, et puis après, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'il y aura peut-être des paliers qui fait que, voilà, ce qui est valable ces 3 prochaines années, bah, c'est peut-être pas en fait, il y a tellement des fois des ruptures qui peuvent se créer. On ne sait pas c'est quoi les ruptures dans 3 ans, dans 5 ans et cetera. Donc, on verra. En tout cas, on reste très, très attentif à tout ça. Moi, je reste assez fasciné par ça, que ce soit l'utilisation, des API des IA, des LLM, en fait, comme on parlait tout à l'heure, qui permettent d'automatiser des tâches qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est qu'avant, corriger des fautes d'orthographe, estimer la pertinence de telle ou telle donnée, de pouvoir, comme on avait expliqué, trouver des arguments commerciaux pour des formations. Voilà, c'était des choses qui étaient faites par des humains. Donc maintenant, on va pouvoir les automatiser. Et voilà, ça c'est vrai que ça fait quand même, réfléchir et puis moi, c'est vrai que je sais pas trop, hein, la projection, ce qui va se passer. On peut réfléchir à des choses, je sais pas si ça va se passer, mais je me dis, bon, bah, je vois des exemples où il y a pas mal, de libs, par exemple de calcul scientifique en Python, qui fait que des gens utilisent Python, principalement parce qu'ils se disent: «Tiens, j'ai, ces librairies, qui me permettent de faire du calcul scientifique». Mais peut-être pas aujourd'hui, mais est-ce que dans quelques années, quelques mois, bah, on pourrait pas, imaginer des portages de lib, d'un langage en un autre? Bien sûr, si c'est, pertinent en termes de langage, hein. Est-ce qu'on pourrait pas les avoir, demain, je sais pas, en Rust ou en TypeScript et cetera, ces libs? Et finalement, bah, voilà, ça peut ouvrir aussi les choses ou en Go, et puis après, il y a aussi une question que je me pose, c'est, bon ça pareil, c'est vraiment la spéculation, mais pour des applis qui craignent pas trop, bah, est-ce qu'il y aurait un monde en fait, où simplement, en décrivant, bah, l'interface graphique, avec des outils comme, Figma, en décrivant scrupuleusement les actions, bah, du coup de ce que j'ai envie de faire en cliquant sur tel ou tel bouton, les workflows, en expliquant les workflows de ce que j'ai envie que ça fasse, puis la structure peut-être des données en base de données, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas, une possibilité, de pas même avoir envie de savoir le code généré? Qui est, finalement de ne pas regarder ce code et se dire, c'est une sorte de boîte noire et puis de l'extérieur, bah, si ça marche pas, bah, corrige-moi le bug. J'ai envie que le comportement, il corresponde exactement à ce que j'ai envie. J'ai des scénarios de test peut-être, voilà, de l'extérieur, l'appli fonctionne bien et évidemment, le scénario que je décris pose plein de questions en termes de sécurité, en termes de performance, en termes de perte de contrôle, et de maîtrise par rapport à ce qu'on développe. Voilà, mais ça peut être un scénario. Ouais, on est pas encore là, mais effectivement, c'est une utopie, un peu possible, clairement, clairement. Mais c'est vrai que voilà, ça pose évidemment plein de questions. On voit notre métier évoluer à vitesse grand V et je pense qu'il est temps de se poser un peu la question de comment on réagit en tant que dev, tu vois? C'est, bon, on a déjà vu ouais, déjà avant, on a déjà vu, nous, tu sais, ça fait, 18 ans qu'on code, on a déjà vu des moments où il y avait des gains de productivité. C'est que, on a démarré avec des langages, enfin, on a toujours fait du web tous les 2, mais, je sais pas, je sais pas, on a démarré, on a fait du TurboGeeks, on a fait des frameworks très light en PHP. Quand il y a eu Ruby on Rails, par exemple, on avait un vrai gain de productivité. Au départ, on déployait nos sites à la mano, puis on a eu des services comme Heroku qui nous ont facilité vachement la maintenance des côtés serveurs. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de choses comme ça où il y a un gain et ces gains n'ont pas eu d'impact, vraiment sur le marché du travail. C'est que, bon, c'est sûrement lié à l'économie générale, mais en fait, les boîtes ont plutôt profité de ce gain pour faire plein d'autres choses et donc c'est peut-être un avenir possible et dans ce cas-là, c'est trop bien.
Mais voilà, j'ai peur quand même d'assister à la disparition de certains métiers. Heu, j'ai peur que ce soit pas très pertinent demain d'être, un intégrateur CSS, débutant ou, j'ai peur que ce soit des métiers assez facilement remplaçables. Même moi, le métier que je faisais avant de monter Immode Coder, j'étais dev web en Ruby on Rails. Je pense qu'une bonne partie du métier de mon temps de dev serait assez facilement remplaçable par, un échange avec un agent et ça irait probablement plus vite. Parce que je passais quand même une bonne partie de ma journée à faire des appels simples à la base de données, à faire des pages HTML un peu répétitives où c'est la même et tu fais un classement comme ça et probablement des choses assez faciles à décrire et il y avait quand même tout un temps à dérouler et même si Rails, a des systèmes pour, créer, par défaut des modèles, des contrôleurs et cetera, il y avait quand même un peu de logique à décrire. C'est vrai que tout ça pourrait être probablement accéléré, donc j'imagine que si je refaisais le même métier, j'aurais quand même, probablement un gain de productivité assez considérable et c'est que le début. C'est que là, on teste même pas les meilleurs LLM, qui sont dispo sur le marché. On travaille avec Sonnet parce que c'est, un des mieux qu'il y a dans Cursor quand on prend l'abonnement payant, mais on pourrait utiliser au plus de 500 ans, on le fait même pas. Et j'imagine qu'il y a encore un gain, donc on n'est même pas au top de ce qu'on peut faire maintenant et on voit bien l'évolution. Enfin là, toutes les semaines, il y a un nouvel élève qui sort qui bat le précédent, donc j'imagine que ça va encore s'améliorer. Donc voilà, j'ai un peu peur de l'exploration de certains métiers ou même d'une partie de certains métiers et je me demande comment on fait pour agir. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de strates. Soit, bien maîtriser les LLM et du coup être le dev web qui maîtrise bien les LLM et du coup on a une bonne productivité parce que je pense que ça va devenir incontournable pour certains métiers. Ou bien, se débrouiller pour être dans des niches où ça ne sert pas. C'est qu'en fait les LLM sont bons que pour, reproduire des choses qui ont déjà été codées plusieurs fois et probablement, si on est en train de coder des choses très critiques ou qui ont été peu faites ou d'un langage peu connu ou, je sais pas, j'imagine que, la personne qui code, je sais pas, le code de la prochaine fusée Ariane, il peut pas trop faire appel à Cursor pour plein de choses parce que peut-être qu'il est les premiers à l'écrire ou avec des contraintes folles qu'il faut maîtriser, chaque commande qui est tapée et du coup, Cursor n'a pas trop de sens et donc j'ai l'impression qu'il y a un peu les 2. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai Non. l'impression qu'il y a un peu les 2 strates comme ça, voilà, très bonne maîtrise du LLM, mais je sais pas où ça va parce qu'il y a moyen que on fasse plus que quelques pourcents du truc dans quelques temps et je sais pas si ça tient bien ou faire en sorte d'être dans une niche où pour l'instant ça marche pas. Et là non plus, je sais pas. J'imagine que les derniers pourcents vont être compliqués à grappiller pour les IA. Ouais, mais c'est justement, j'allais venir là-dessus, c'est la question que je me pose. C'est la question de savoir, bah, comment va être la courbe dans le futur? Est-ce que là, on commence à arriver, sur une courbe logarithmique où on va arriver à une sorte de plateau? Est-ce que les derniers pourcents vont être difficiles à grappiller? Ou est-ce que du coup, on a encore, même une courbe linéaire, ce serait complètement fou, on va si on continue, on va dire à avoir vraiment du code encore plus impressionnant, puis là, on parle de code, mais en fait, même avec les composeurs, avec Cursor, c'est la création de plusieurs fichiers liés, les uns les autres. Ça va être le fait, ouais, ça, de pouvoir lancer des commandes. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est qu'est-ce qu'on délègue à l'IA, plus on délègue de choses. Moi, j'aimerais bien aussi avoir, un retour, que l'IA ait le retour graphique. Par exemple, quand tu développes une application web, bah, qu'il puisse voir, les composants et qu'il puisse se dire: «Ah oui, là, je vois bien qu'il y a un problème, le bouton, il est pas placé au bon endroit» et puis, en fait, qu'il puisse, on va dire, réagir, un peu plus, en fait, aux différents feedbacks qu'il pourrait avoir. Donc il peut y avoir comme ça des choses, mais de l'autre côté, ce que je pense, c'est, pour aller de l'autre côté du spectre, du code qui peut être automatisé, il y a en tout cas toujours, à mon avis, pour, les prochaines mois, années, la partie architecture qui va rester. C'est-à-dire, bah, du coup, de savoir, de comprendre comment, structurer, son application, l'architecture de l'application, le type de base de données, comment on structure les données en base. Je vois que l'IA est quand même pas très fort pour générer au début du code qui va être bien optimisé ou, enfin moi je vois que je pense vraiment au futur et je sais comment je veux faire évoluer mon code. Donc je sais que je veux le diriger, d'une certaine manière et pour le diriger d'une certaine manière, bah, c'est aussi parce que j'ai 18 ans de pratique en architecture, applicative et finalement, voilà, je pense que quelqu'un, qui débute, aurait peut-être pas cette expérience-là, mais donc c'est pas mal aussi, voilà, de continuer à monter en expérience sur la partie archi. Je pense qu'elle va rester encore très longtemps, importante
Et même si le métier qu'on va faire à l'avenir, ce sera de la revue de code générée par IA, bah, revoir du code, c'est un métier, enfin, il faut des compétences, quoi. Il faut des compétences pour comprendre que là, ce code, il va pas scaler s'il se passe telle ou telle chose. Faut aussi, bah, nous, c'est aussi notre métier, ça va être de mettre en place des systèmes, bah, voilà, aussi de relecture, que l'IA puisse se relire elle-même, en fait, tout simplement. Nous, on l'a pas encore fait chez Human Coders, mais je pense que ça peut être intéressant de mettre ça en place avec des choses type GitLab Duo, par exemple, où bah, dès qu'on pousse quelque chose sur GitLab, bah, du coup, on va avoir à la fin bah, une petite action qui va se créer et qui va faire que ça va relire le code, peut-être regarder des failles de sécurité, donner des conseils, etc. Et enfin voilà, il y a encore même pas mal de potentiel de ce qu'on peut faire aujourd'hui, rien qu'avec ce que l'IA nous permet aujourd'hui. Euh, voilà. Ouais, du coup, comment réagir, au marché, quand on est dev avec, l'IA qui débarque? On a cité plusieurs situations. Probablement des marchés de niche où l'IA n'a pas d'impact. Maîtriser, l'architecture, parce que c'est probablement, peut-être une des parties qui va être les plus compliquées pour l'IA. Qu'est-ce qu'on a cité d'autre? Euh, Bah, continuer à se former au LLM aussi, à faire pas mal de Ouais, veille voilà, sur le sujet. et je pense que c'est vrai, c'est ça mon dernier point, maîtrise de l'IA. C'est que, voilà, probablement il y a certains métiers où, ne pas maîtriser l'IA risque, de faire un trop gros gap de productivité et voilà, c'est un peu les 3 cas qu'on pourrait citer, ouais. Ouais. Peut-être aussi une autre parenthèse, c'est le fait de faire attention, de pas mettre de l'IA partout. Des fois, j'avais un échange avec un développeur où en fait, à un moment donné, il y avait un petit traitement à faire et du coup, il disait: «Ouais, bah, c'est parfait, on pourrait le faire passer par une petite minette avec un modèle Mistral très léger, qui va analyser le texte et qui va, on va dire, faire le traitement qu'on a envie». Et là, je dis: «Ouais, mais en fait, ça honnêtement, on pourrait générer une regex assez balèze pour du coup faire ce traitement». Et là, en y réfléchissant, ils disaient: «Bah oui, en fait, ouais, en fait, alors quitte à se faire aider pour rédiger cette regex par une IA, mais en fait derrière, en, le risque, c'est aussi de se dire, ah bah tiens, dès qu'il y a des choses un peu compliquées à faire, je vais mettre de l'IA, de faire appel à l'API d'un LLM pour traiter tel ou tel problème». Et ça reste quand même consommateur en ressources. On ne sait pas toujours en termes de prédiction ce que ça va donner en retour. Il y a encore des défauts à intégrer. Donc là, je parle de la partie intégrée de l'IA par API dans du code et pas la partie se faire assister par l'IA. Mais voilà, il faut trouver le bon compromis entre les 2 et pas céder à dire allez, maintenant je suis full IA. Non, non, l'IA, c'est un outil parmi tant d'autres, très intéressant, mais du coup, il faut savoir bien l'utiliser au bon moment. Voilà. Du coup, ça amène à une autre question, c'est, comment nous, centre de formation pour, développeurs, donc on fait des formations de 1 à 5 jours à peu près sur plein de sujets, donc on en a 150 maintenant. On a démarré autour du web, mais ça s'élargit, il y a du cloud, de la sécurité, évidemment de l'IA maintenant. Est-ce qu'il faut qu'on change la façon dont on apprend ces technos-là, ces langages-là à nos participants? Parce qu'il y a peut-être des choses on n'a plus besoin de savoir. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer en détail la syntaxe, par exemple, d'un langage? Alors c'était déjà moyen qu'avant parce que les idiots pouvaient nous aider, mais là je vois bien que, je sais pas, si on a oublié vraiment, comment on écrit une fonction, ben c'est pas grave, on va dire: «Écrivons une fonction», ça la crée et c'est bon, et même des trucs plus complexes, donc je sais pas, ouais, je sais pas si là-dessus tu as des réponses à ça? Enfin, c'est une vraie question qu'on se pose en ce moment et il y a sûrement une évolution à faire là-dessus, ouais. Ouais, mon point de vue pour l'instant, mais ça peut évoluer dans 3 mois et on pourra enregistrer un épisode dans 3 ou 6 mois, c'est que on a encore vachement besoin de comprendre le code qui est généré. Et du coup, même si effectivement, on va avoir un peu moins besoin d'écrire de code, pour autant, bah, il faut quand même comprendre le code généré. Donc, la syntaxe, ça va être indirectement, utile. Je prends un exemple en JS, par exemple, quand, on va créer, soit une fonction, function, ou si on fait appel au égal avec, le petit chevron, enfin ça fait une petite flèche, bah, du coup le scope va être différent, le scope d'accès aux variables. Et donc en fait ça fait pas la même chose. Et donc bah, c'est quand même utile de savoir ces petites finesses en fait qui fait que bah, en tant que dev, quand on va relire du code, on va se dire ah oui d'accord, il a utilisé ça pour ci ou pour ça. Et voilà, donc ça se trouve dans 6 mois, c'est plus utile, hein, mais je sais pas. Mais en tout cas, voilà, mon point de vue, c'est que effectivement, même si on n'écrit plus de
de moins en moins de code à l'avenir, peut-être que, au moins comprendre un petit peu la syntaxe, ça peut être utile et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est dans nos formations, peut-être que, il faut intégrer le fait, que les participants, et ça, il faut voir aussi dans leur société, hein. S'ils travaillent chez Thales ou dans des choses liées à la sécurité, peut-être qu'ils ont carrément pas le droit de faire appel à de l'IA pour générer du code, et qu'ils n'ont pas encore mis en place, des LLM, on va dire hébergés, localement, en vérifiant toute la sécurité et cetera. Je ne sais pas où on en est, actuellement, dans la pénétration de l'appel aux assistants de code dans certaines sociétés, mais en tout cas, je pense très vite, effectivement, il faudrait peut-être que, comme la manière de coder évolue, que du coup, on puisse former avec ces nouvelles manières de coder. Alors voilà, ce serait mon point de vue. Ça me fait penser à des examens de peut-être C++ qu'on a eu à l'école où il fallait qu'on écrive à la main, sans ordinateur, sans accès internet et tu dis maintenant avec les IA, ça paraît tellement lunaire parce que autant, il faut qu'on soit effectivement, je pense comme toi, je pense pas que pour l'instant ça change radicalement ce qu'il faut apprendre parce qu'on a besoin de relire, donc il faut comprendre ce qu'on écrit. Donc ça change, le seul truc, c'est qu'on va probablement moins écrire de code, parce qu'on va le faire écrire, mais en fait, il faut toujours le comprendre et donc en fait, l'apprentissage reste à peu près le même. Mais très curieux d'en discuter. Enfin, si vous avez des opinions là-dessus, mettez-les en commentaire ou on vient aussi de créer un Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et avec grand plaisir pour en discuter avec vous parce que c'est des questions qu'on se pose en permanence et effectivement, comme tu disais, probablement dans 3 mois, on a des réponses différentes à donner parce que ça a encore bougé et on n'arrive pas à le prédire mais voilà, c'est vrai que je vois qu'il reprend moins d'attachement à connaître par cœur, des trucs pour écrire du code parce que ça va quand même moins servir. D'ailleurs, autre truc aussi, on va, faire un épisode prochainement avec, Eric Burel et Sacha Griff, il est pas encore au courant, à propos de State of AI. C'est des sondages, voilà, en anglais qui sont enfin, non, internationaux qui sont faits, auprès des devs sur plein de sujets et du coup, on fera un débrief de ce sondage-là, donc ça sera trop bien aussi. C'est que voilà, ce sera dans quelques semaines, je crois que vous pouvez, pour l'instant, répondre au sondage. Et dans quelques semaines, on fera un débrief des résultats et ça sera trop bien parce que ça permettra aussi d'avoir un peu les usages sur le terrain des devs par rapport à l'IA, ce qu'ils en pensent, les outils qu'ils utilisent. Et du coup, ça va être hyper riche. Donc, très impatient de, de faire ça. Et notre façon de réagir en tant que centre de formation, c'est de s'assurer qu'on peut accompagner les entreprises dans cette transition. C'est qu'il y a évidemment du changement, c'est que même si ça ne change pas la façon dont on apprend les technos, peut-être pour le moment, en tout cas pas un changement radical, il y a plein de choses nouvelles qui n'étaient pas là il y a quelques temps. Et typiquement, maîtriser l'IA quand on est un développeur, ça reste qu'en tant qu'assistant, est devenu probablement essentiel dans plein de métiers. Et donc, on a sorti une formation là-dessus, de l'IA pour les devs. On est en train de réfléchir à la même pour les DevOps. Et on a aussi sorti des formations spécifiques à des IDE pour Cursor, spécifiques à Copilot qui s'intègre dans VS Code. On a sorti aussi une formation sur les LLM et on est tête baissée sur ce marché-là. Et donc, notre souhait, c'est vraiment d'être le centre de formation qui peut accompagner ses clients sur cette transition vers l'IA qui paraît, alors de plein de façons, hein, c'est pas que les assistants. On a beaucoup parlé de ça, mais ça peut être l'usage des LLM, l'usage de la génération d'images, etc. On va vraiment se développer là-dessus. Mais c'est un passage un peu obligatoire pour plein d'entreprises et on sera là pour les accompagner. Mmh. Ouais, puis il faut pas oublier, même si l'LLM, c'est vraiment une grosse révolution, il y a encore, cette partie où, utiliser du deep learning, pour de la classification, pour des choses où, on a besoin de performance parce que les LLM, c'est quand même, ça consomme quand même beaucoup de ressources et il y a des outils, qu'on appelle encore IA aussi, hein, c'est, de deep learning où en fait, c'est aussi très efficace pour certaines choses et même si là, on fait particulièrement beaucoup de veille sur, les LLM, l'IA en ce moment, on discute, voilà, très régulièrement avec nos formateurs. On a encore là des sessions, d'échanges informels avec les formateurs pour savoir leurs pratiques sur le sujet, qui vont être prévues, prochainement. Voilà, on continue, enfin aussi évidemment parce que notre métier finalement c'est ça, c'est aussi de faire de la veille, de pouvoir défricher, la manière dont on va coder demain, les technos qu'on va pouvoir, on va dire, conseiller, à des entreprises, des fois de grosse taille qui vont pas avoir, beaucoup de temps
ou qui vont pas avoir forcément le regard neuf en fait de pouvoir regarder que telle ou telle techno, ça va pouvoir les aider vraiment dans leur quotidien. Donc on va continuer à faire de la veille sur un tas de sujets, même en dehors de l'IA. Mais l'IA, c'est vrai que c'est quand même l'éléphant au milieu de la pièce qu'on Mmh. peut ne pas voir, quoi. C'est voilà. Hem, voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu avais envie de compléter sur cette partie-là? Non, écoute, je pense que c'est très bien, je peux effectivement, je pense, voilà, on est en réflexion permanente sur, l'évolution de notre métier, sur l'impact que ça va avoir sur le marché et bah, du coup, en tant que centre de formation, l'impact que ça va avoir sur nous et qu'est-ce qu'il faut comment on suit comment on accompagne ce changement et voilà, donc on va, effectivement, on discute très souvent, on fait beaucoup de veille pour essayer de s'adapter au mieux. C'est assez nouveau et la transition est étonnamment rapide. C'est vrai qu'il y a plein de changements dans le passé qui étaient plus lents et là, on voit que ça va très, très vite. Donc c'est un petit exercice, de savoir qu'est-ce qu'on développe ou pas. Est-ce que, une techno qui est, enfin ou un LLM ou un IA qui est présente là maintenant, c'est has been dans 3 mois et ça vaut pas le coup que nous, on cherche à monter une formation dessus. Voilà, il y a tout un jeu de la vitesse qui est pas évident, mais voilà, on C'est pas simple parce que nous, coup, effectivement, notre point de vue et ça a toujours été celui-là, c'est d'éviter en fait, les emballements, le fait, on n'a jamais voulu aller forcément, hem, conseiller, d'utiliser, la dernière techno à la mode, qui, peut-être sera obsolète dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. L'objectif, c'est de trouver, voilà, les technos, et donc indirectement les formateurs spécialisés dans cette techno, qui vont apporter une stabilité aussi, à côté de la productivité, à nos clients et en fait, voilà, donc l'idée, c'est aussi, de trouver l'équilibre mais bon, là, je pense que l'IA est quand même quelque chose, qui est quand même massif et assez, enfin, qui va s'imposer, hein, vraiment dans les prochaines années. Effectivement, après, il faut regarder, concrètement, telle ou telle techno ou telle pratique de l'IA, à mon avis, va énormément évoluer, dans les prochains mois. Hem voilà, après, peut-être qu'on peut finir par quelques petites actus. Je sais pas si toi, tu avais envie d'en balayer quelques-unes, ouais, carrément, écoute, on a un petit peu parlé de donc effectivement qu'on avait ajouté pas mal de formations autour de l'IA. Vous pouvez voir, tout ça sur notre site humancourse.com si ça vous intéresse. Donc c'est que des formations pro pour des développeurs, entre généralement 1 à 4, 5 jours. Du coup, on a sorti plein de formations sur le cloud récemment parce que c'est un autre, sujet quand on parlait de l'IA qu'on développe beaucoup. Du coup, vraiment vous pouvez retrouver des formations Azure, Linux embarqué, Linux temps réel et plein d'autres. Du coup, ça nous amène à 150 formations au catalogue. On en parlait tout à l'heure, on a fait un site qui s'appelle IDEAS. Vous pouvez aller sur IDEAS, IDEAS.humancourse.com où du coup, vous pouvez suggérer des programmes de formation. Donc ça, c'est très utile aussi parce que et vous pouvez suggérer et voter, donc c'est très cool parce que vous pouvez, maintenant nous accompagner sur ce qu'il faut ajouter et typiquement en cette période où ça bouge beaucoup, bah, ça nous est très utile. On va faire pas mal de partenariats avec des confs, et la première conf avec qui, qu'on peut annoncer, c'est React Paris. Et on est très contents et il y en a plein d'autres qui arrivent, donc ça apparaîtra sur nos réseaux et on en parlera sûrement au prochain podcast, mais on est très contents. En parlant de conf, on va en donner d'ailleurs. mmh, Donc toi, tu as donné une conf au Human Talks de Lyon. oui, complètement. Le 11 mars du coup, voilà, du coup, ça va être, sur le code créatif, le creative coding, donc voilà, ce sera une petite intro de ce qu'on peut faire, voilà, sur ce sujet. Et moi, j'aurai le plaisir d'être, à Nix-IT. C'est en avril, si je dis pas de bêtises. Je suis très content parce que ça va faire 10 ans que je suis pas allé, et je suis trop content d'y retourner parce que c'est un événement que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai parlé, d'art génératif aussi, donc ce sera une conf en amphi, d'une petite heure, un truc comme ça. Je pense que la conf elle-même durera une demi heure, 3/4 d'heure et il y aura des questions après. Donc avec, grand plaisir pour vous retrouver là-bas. Dans les actus aussi, si c'est pas trop long, on peut parler d'un partenariat avec la FUP, ça on est très content, on peut l'annoncer, c'est qu'on sera le partenaire officiel du baromètre de la FUP, cette année. Donc un peu comme les State of AI, CSS et cetera. Là, c'est un sondage sur, les développeurs en France et donc c'est trop bien parce qu'on va les aider à avoir du monde qui participe, grâce à notre communauté au sondage et on fera un débrief avec eux, ce sera probablement dans quelques mois, hein, ce sera sûrement après l'été. On fera un débrief sur les résultats et donc ce sera trop bien parce que dans cette période, on se pose beaucoup de questions sur le marché de l'emploi. Aussi, on aura des réponses à ça.
dans quelques semaines pour avoir des updates sur le design de notre site. On fait pas mal de taf là-dessus et bah, voilà, en tout cas, moi, je suis trop content parce que, on a un peu moins bossé les derniers mois sur la boîte. Parce que voilà, on le rappelle, on n'est pas forcément à plein temps et je sais pas, là, c'est une phase où, c'est hyper créatif, on bouillonne d'idées, presque trop et du coup, il y a plein de trucs en parallèle. Je me couche avec Keyword Coders en tête, je me lève avec Keyword Coders en tête et je sais que tu m'avais dit que c'était pareil pour toi et je suis trop content parce que vraiment, il y a plein de choses qui bougent et alors je sais pas si on fait ça au mauvais moment parce que le marché est plutôt un peu morose et je sais pas si c'est le bon plan, mais prendre une bonne idée de réagir dans ces moments-là, mais c'est même pas une question. Enfin, du coup, je suis trop content de je sais pas, vraiment un côté, pas coup de enfin, je sais pas, on fonctionne beaucoup par coup de cœur comme ça et j'ai l'impression que là, il y a un vrai truc de passion et ça me plaît beaucoup. Ouais, complètement. Ce qui me plaît, c'est que là, on a plein de mini-projets qui peuvent se faire en 2, 3 jours, donc des mini-projets très, très courts et qui peuvent aider concrètement nos équipes. Donc c'est ça qui est vraiment cool et du coup, moi, je trouve ça super stimulant, et je trouve assez fort, c'est finalement le fait que, je me lasse toujours pas finalement, enfin quand, on a la chance de pouvoir, avoir un projet comme ça qui nous plaît, bah, en fait, il peut y avoir tout un tas de mini-projets qui tournent autour du projet principal, qui fait que, j'ai jamais l'impression de faire la même chose au final depuis 13 ans, chez Human Coders et du coup, j'ai eu autant de plaisir, aujourd'hui, voilà, à pouvoir, apporter un petit peu ce que je peux et puis du coup, nous aussi, on est content aussi, bah, de pouvoir, bah, c'est notre but, hein, c'est la vision de Human Coders, c'est-à-dire, d'aider en fait les développeurs dans des transitions de techno, des transitions de méthodos, de pratiques, mais y compris voilà, les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans une phase très forte de transition. Et donc, bah, voilà, on sera toujours là en tout cas pour vous aider, du coup, plus que jamais en fait, dans cette transition, notamment sur l'IA. Et voilà, et j'ai l'impression que là, on arrive vers la fin de l'épisode. Voilà, donc en tout cas, bah, on était vraiment encore content en fait de pouvoir échanger avec vous, sur, un peu notre actu, du moins en tant que dev. Voilà, j'espère que ce quatrième épisode de Small Talk vous a plu. Voilà, vous pouvez le retrouver, en vidéo sur, YouTube et en audio en fait sur humancoders.com/podcast. Et du coup, bah, on sera très content, voilà, de pouvoir, continuer, à vous donner nos prochaines actus, sur, voilà, les prochains épisodes. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur les autres podcasts que l'on peut avoir, comme la FAQ ou le répondeur. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger sur tous ces sujets avec toi, Camille. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt. Plaisir partagé, à bientôt, ciao, ciao. Ciao.